Yu-Gi-Oh! Ce n'est pas seulement l'histoire d'un jeu de cartes et d'un produit dérivé qui a très bien marché. C'est aussi un parcours initiatique bien ficelé qui se tient du début à la fin. C'est un des finales qui m'a peut-être le plus bouleversé étant enfant, et je crois que je n'arriverai jamais à relire les dernières pages sans pleurer. Au-delà du discours sur l'amitié, il y a aussi la chose la plus dure. Comment accepter qu'un ami parte? Dites-vous que si vous regardiez les épisodes animés en étant enfant, vous ne connaissez pas Yu-Gi-Oh! C'est vrai, le concept a dérivé sur un jeu de cartes pour des raisons de communication et mercantile. C'est un des mangas qui a été le plus massacré par son adaptation. Il est en réalité beaucoup plus sombre. Bonjour les amis et bienvenue dans la Chimératech pour un voyage au royaume des duellistes. Déjà du japonais à la version occidentale, dans l'adaptation faite par Cat Kids, on perd une partie de l'essence du manga. Par exemple en Occident, quand un adversaire perd un duel de cartes, il est envoyé au royaume des ombres, alors que la notion au Japon n'existe pas. Un personnage qui est envoyé au royaume des ombres, il meurt. La traduction n'a pas juste rendu les voix ridicules, elle a juste modifié des pans entiers de l'histoire. Mais alors ça raconte quoi, Yu-Gi-Oh! Initialement, le manga était prévu pour être un manga horrifique. Oui. Yugi, qui a pour habitude de se faire tabasser au lycée, résout un mystérieux puzzle. Il réveille alors un personnage, une double identité. Cet ange noir se manifeste lors d'un danger et punit ceux qui s'en prennent à Yugi en les défiant à des jeux. Des jeux où celui qui perd connaîtra un châtiment. Et autant dire qu'il y va pas de main morte. Il est tout puissant. Il en rend aveugle, il fait des hallucinations, il en crame certains. Cette partie a été adaptée au Japon mais n'a jamais vu le jour en France car jugée trop violente. Elle est connue sous le nom de Saison 0. Donc forcément, quand on commence l'anime en France, on n'a même pas le début, donc c'est normal qu'on trouve ça pas très cohérent. Les 7 premiers tomes se centrent sur des jeux divers, et c'est hyper créatif. On aborde beaucoup de thèmes liés à l'adolescence et du passage à l'âge adulte. C'était un mélange de JoJo Bizarre Adventure avec un aspect teen. L'idée de Kazuki Takahashi est simple, se battre avec des jeux. Mais devant l'immense popularité d'un des nombreux jeux, un jeu de cartes, Magic & Wizard, le manga commence à se centrer dessus. Mais le concept de se battre avec des jeux est resté, et l'histoire globale reste identique. C'est un peu décevant effectivement de ne pas découvrir de nouveaux jeux à chaque fois, mais cela permet d'approfondir des règles, et d'utiliser des métaphores via les cartes. Surtout que Takahashi va mettre en place l'épreuve finale, ce qui pourrait être considéré comme l'étape ultime du passage à l'âge adulte. L'éditeur de Takahashi, son Tanka, pousse aussi pour que le manga devienne plus accessible. Et c'est ainsi que Kaiba, le rival de Yugi, passe de gosse pourrigaté qui tue des gens pour arriver à ses fins, à gosse riche pourrigaté qui menace de se suicider s'il a pas ce qu'il veut. Mais le manga il reste quand même beaucoup plus violent que ce qu'on a pu voir. Dans l'anime, on sait pas trop comment Bakura prend l'œil du Millennium à Pegasus. Dans le manga c'est simple, il le tue et lui arrache. Et la censure a beaucoup participé à l'image qu'on a de Yu-Gi-Oh! Mais grand-père, c'est pas logique! Comment perdre à une partie de cartes à plus te blesser? Eh bien c'est très simple, il faut voir des projections holographiques hyper réalistes pour la première fois de sa vie et être fragile du cœur. C'est ce qui fait que dans l'animé, surtout en Occident, le fait qu'il joue avec des cartes n'a pas beaucoup d'impact. Par exemple, le fait de ressentir la même douleur que les monstres. Attention, je dis pas que c'est meilleur parce que c'est plus sombre, mais du coup ça retire tout l'impact des duels. Ça crée un véritable problème d'enjeu et ça retire toute la partie fantastique que j'aime dans le manga. Il y a des moments où on se croirait vraiment dans Saw et ça en devient beaucoup plus fort. Autant dire que les 7 objets du Millennium rendent leur détenteur tout puissant. Pegasus peut tuer d'un simple regard, donc on a vraiment l'impression d'assister à un vrai combat de magie dont les cartes ne sont qu'un catalyseur. On a envie de suivre leur destinée commune. Qu'est-ce qui se cache derrière les fameux objets du Millennium? Parce qu'au-delà des combats, il y a un vrai fil rouge, une histoire de fantaisie, l'histoire d'un deuil. D'abord, pour préparer un deuil convenablement, il faut un travail sur la mémoire. C'est un des thèmes centraux de Yu-Gi-Oh! La recherche de sa propre mémoire. Tout au long de Yu-Gi-Oh! On va en apprendre plus sur ce mystérieux double. Si Yugi en a peur au début, il envoie des gens à l'hôpital quand même. Il va apprendre progressivement à le connaître, et il va tisser des liens d'amitié avec. On va s'attacher au personnage, il devient un modèle de courage pour Yugi, et ils vont finir par découvrir ensemble qu'il est l'esprit d'un pharaon enfermé dans le puzzle, mais qu'il n'en a absolument aucun souvenir. Pour pouvoir reposer en paix, il doit trouver des indices sur qui il était vraiment. Et surtout, il doit se souvenir de son véritable nom. Le rituel pour le renvoyer sera alors achevé. Mais d'abord, le pharaon a peur de son passé. Il est bien où il est et se fiche de savoir qui il est. Il n'accepte pas le fait d'être un fantôme. D'une certaine manière, il n'accepte pas sa propre mort. Il n'accepte pas que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Mais il finit par être attiré inexorablement vers son destin et comprend que ce souvenir, ce n'est pas rester bloqué dans le passé, mais bien aller de l'avant. Il finit donc par partir à la recherche de ses souvenirs. L'opposition entre Kaiba et Yugi est présentée comme l'opposition passé et futur, mais en réalité c'est un peu plus complexe que ça. Kaiba ne voit que le futur et construit sur des ruines, au sens propre comme au figuré. C'est justement parce qu'il ne peut pas affronter son passé qu'il ne peut pas trouver son avenir, et ça se confirme dans un duel. L'un des objets du Millennium permet de voir l'avenir, ce qui assure à Ishizu une victoire certaine contre Kaiba. Mais au dernier moment, Kaiba va avoir une vision de son passé. Il décide donc de changer de plan,
et remporte la victoire. Il a changé le futur, mais c'est bien grâce à une vision du passé. Après tout ça, le pharaon retrouve donc le moyen de retrouver sa mémoire et se retrouve projeté à l'intérieur. Toute la partie finale va se dérouler dans la mémoire du pharaon en Égypte antique. À cette époque, les combats se font grâce à des esprits, les cas qui résident en chacun de nous, et représentent notre mentalité. C'est d'ailleurs ce qui va inspirer Pegasus, le créateur des cartes dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Les cas sont largement inspirés des stands de JoJo Bizarre Adventure. Et tout à coup, on assiste vraiment à des duels de magiciens. Avec le début du manga, cette partie est sûrement ma préférée, alors qu'il n'y a quasiment pas de duel. Mais on est dans du pur manga fantastique. Après les péripéties que je vous laisse découvrir, et une fois la mémoire du pharaon retrouvée, on apprend son véritable nom, Atem. Ce qui nous conduit donc à la fin qui est inévitable, le départ d'Atem. D'abord, c'est fait en douceur, on le sait depuis un bon moment déjà qu'Atem va retourner dans son passé, et les héros y sont préparés, puisque les ennemis de Yugi sont justement des gens qui n'acceptaient pas la mort de leurs proches. Et c'est ça qui fait que c'est des ennemis hyper consistants, parce qu'ils sont pas méchants pour être méchants, contrairement à l'animé. Si je prends Pegasus, il ne supporte pas l'idée que sa femme soit morte et voudrait la faire revenir. J'avais dit que les cartes permettaient une symbolique forte, et ici c'est exactement ça. Pegasus c'est celui qui n'accepte pas le deuil, qui ne grandit pas. Il joue des toons. Il reste donc une ultime épreuve que Yugi doit affronter pour que l'âme du pharaon puisse reposer en paix. Il doit affronter son double et le surpasser. Et lors de ce dernier duel, Yugi va montrer qu'il a bien grandi en utilisant une métaphore. Une des cartes fétiches du pharaon, c'est le Monster Reborn. Elle permet de ramener un monstre du cimetière. Au début du duel, Yugi va utiliser une carte du cercueil doré qui permet de bloquer une carte, et il bloque le Monster Reborn, ce qui empêche Atem plus tard de ramener une des bêtes divines. C'est un symbole que Yugi utilise pour dire que les morts ne doivent pas revenir à la vie. Il remporte donc le duel, et Atem peut partir. La question que Théa pose, c'est pourquoi? Pourquoi ça se passe ainsi? Pourquoi le pharaon ne peut-il pas rester? Parce que c'est ça un deuil, c'est qu'il n'y a pas de raison. On est confronté à l'absurdité. Et c'est ce que Joey lui répond d'ailleurs. Il n'y a rien à comprendre, il faut juste graver ces images dans notre mémoire. Yugi est devenu adulte en côtoyant son double, mais l'inverse est vrai aussi. Ainsi s'achève l'histoire d'Atem, celle d'un roi qui apprend à s'amuser en jouant, qui apprend à faire confiance, qui apprend à pardonner, qui apprend à vivre sans se cacher derrière une carapace de solitude. Le fait que les combats prennent la forme d'un jeu prend alors tout son sens. Yu-Gi-Oh! C'est l'histoire d'un enfant qui a appris à devenir adulte, mais aussi celui d'un adulte qui a appris à redevenir enfant.